Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Crise interne au sein du Parti démocratique sénégalais. Les désaccords entre courants se sont accentués depuis que des frondeurs ont demandé la refondation du parti. C'est une avancée considérable. Le président ougandais Yoweri Museveni, médiateur dans la crise burundaise, a obtenu l'engagement de tous les protagonistes à négocier. Et puis, opération Ceasefire en Afrique du Sud. Il s'agit d'une vaste stratégie collaborative en réponse au taux croissant de crimes violents dans les rues de la nation arc-en-ciel. La crise qui secoue le Parti démocratique sénégalais est loin de connaître son épilogue, une situation qui alimente les débats politiques. Pour Farba Senghor, secrétaire national chargé de la propagande du PDS, la véritable pomme de discorde n'est pas la réforme du parti. Explication avec Ibrahima Dioumaba. Au Sénégal, le Parti démocratique sénégalais est secoué par une crise interne depuis que le président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates, Modou Diagne Fada, a demandé la réforme de son administration. Le camp des réformateurs est accusé d'être des pions de l'actuel régime, des accusations que les frondeurs ont toujours dénoncées. Les hommes fidèles au secrétaire général national estiment que la principale bataille aujourd'hui est la libération des militants en prison. Tout le monde ici est pour un parti toujours performant et toujours debout. Nous sommes d'accord. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que la personne même, Modou Diagne Fada, dont on parle, on a noté que depuis le début, depuis que nous avons perdu le pouvoir et qu'il a été nommé président du groupe parlementaire, il ne s'est pas engagé dans la bataille du parti. Depuis la perte du pouvoir en 2012, les militants du PDS sont confrontés à des problèmes avec la justice. Le plus célèbre est la détention de l'ancien ministre de la Coopération internationale, Karim Wade, dont le procès est jugé inéquitable par ses partisans. Le groupe de travail des Nations Unies a estimé il y a quelques semaines que sa détention était arbitraire. Le président de la Cour d'appel du Sénégal, Souleymane Teliko, au nom des magistrats, a dit à Macky Sall que la CREI ne garantit pas un procès juste et équitable. Le groupe de travail des Nations Unies également a dit que Karim Wade est victime d'une détention arbitraire. Au lieu de 6 mois, il est resté là-bas 2 ans. Le Parti démocratique sénégalais a été créé par l'ancien président Abdoulaye Wade en 1974. Après 26 ans passés dans l'opposition, il est passé au pouvoir en mars 2000. Aujourd'hui, ce parti est miné par la transhumance politique et les querelles de leadership. Pour calmer les frondeurs, le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, a réaménagé le bureau en y intégrant les contestataires. Elle était qualifiée de médiation de la dernière chance et son résultat n'est pas anodin. À l'issue de ces consultations avec les différents antagonistes dans la crise burundaise, le médiateur ougandais, le président Yoweri Museveni, a annoncé la tenue imminente de nouvelles négociations. Le point tout de suite avec Lizelsi Akizimana. Crispus Kionga, le ministre ougandais de la Défense, va désormais diriger les négociations au Burundi. Voilà la conclusion des consultations du nouveau médiateur de la crise burundaise. Le président Yoweri Museveni, en visite à Bujumbura depuis mardi 14 juillet, a rencontré tous les acteurs politiques du pays, les chefs religieux, les représentants de la société civile et les anciens chefs d'État. Le médiateur a appelé à de nouvelles négociations entre tous les acteurs de la crise burundaise à partir de ce jeudi 16 juillet. Nous venons à ce moment de terminer la plénière où il a fait une restitution sur les consultations qu'il avait organisées. Et la conclusion finale à laquelle on est arrivé est que dès demain, les diverses parties vont entreprendre des négociations sans interruption jusqu'à obtenir un accord. Et le président Museveni a dit qu'il va dépêcher son ministre de la Défense nationale qui va le représenter dans ces négociations et en cas de besoin, lui-même s'est déclaré prêt à revenir. Lors de cette visite, le président ougandais a insisté sur la formation d'un gouvernement d'union nationale, un point qui soulève des polémiques au moment où le facilitateur recommande également de ne pas toucher aux accords d'Arusha ni à la Constitution. Quand on parle du gouvernement d'union nationale, l'accord d'Arusha, la Constitution ne permettait pas de former ce gouvernement en dehors des gens qui ont été aux élections. Ça n'existe pas. C'est impossible parce que pour former ce gouvernement national, il faut passer outre la Constitution, il faut passer outre l'accord d'Arusha et amender l'article 129 de la
de la Constitution. L'avenir du calendrier électoral reste incertain jusqu'à la fin des nouvelles négociations. Rappelons que la première étape du processus électoral a eu lieu le 29 juin. La présidentielle a été reportée au 21 juillet et les sénatoriales toujours fixées au 24 juillet 2015. Dans l'actualité également, au Bénin, les résultats des élections communales et municipales sont désormais connus. L'Alliance Renaissance du Bénin, Réveil patriotique, est donnée vainqueur dans la commune d'Abomey. L'alliance que forme le parti des Wezewe et celui du président Janvier Yawedeu s'empare de 10 sièges sur 19. L'Alliance Union fait la nation en obtient 7, alors que l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement et l'Alliance Force Corée pour un Bénin émergent ont obtenu un siège chacun. Le Gabon poursuit ses chantiers de développement. La réalisation des infrastructures de transport, de communication et d'énergie sera priorisée. Ainsi, en ont décidé les autorités qui ont annoncé une dotation de 110 milliards de francs CFA pour atteindre ces objectifs. Le point avec Deo Gracias Podo. Malgré l'impact de la baisse des cours du pétrole, le Gabon tente de relever les défis de sa croissance économique. Lundi 13 juillet 2015, à la faveur d'une concertation, les autorités ont annoncé la réalisation de certains projets prioritaires. Ces projets qui coûteront 110 milliards de francs CFA sont relatifs à l'agriculture, l'agroalimentaire, les énergies renouvelables, la santé ou encore l'éducation. Ces choix sont un peu cornéliens. Il faut réduire la pauvreté, donc les projets sociaux sont importants. Et de l'autre côté, il faut investir dans les infrastructures, notamment les infrastructures de communication dont le pays a besoin. Je crois que voilà les deux grandes lignes sur lesquelles le Gabon s'investit à hauteur de 110 milliards de francs CFA. Il s'agira, au cours de l'année 2015, de financer la réalisation de certaines voies de contournement, la poursuite du chantier de la route nationale numéro 1, la construction d'infrastructures sanitaires et bien d'autres encore. Une trentaine de milliards de francs CFA seront investis dans un premier temps. La deuxième phase de ces projets prioritaires du gouvernement gabonais coûtera 80 milliards de francs CFA. À un an de la présidentielle, le gouvernement veut rassurer sa population. Il s'agit de concentrer les efforts sur le développement afin de renforcer l'attractivité du pays pour les investisseurs étrangers. Des tensions sociales à un an de l'élection présidentielle, politiquement, cela serait suicidaire. Il y a quelques années, l'État gabonais, près de 48% de son budget était consacré aux investissements. Et puis là, vous voyez bien que du fait de la baisse drastique des cours du pétrole, les rentrées d'argent sont moindres. Si l'État pense qu'il va mettre 110 milliards de francs, c'est qu'il a les moyens de le faire. On n'est pas encore, jusqu'à preuve du contraire, en situation de paiement. Malgré la conjoncture du marché des hydrocarbures, le Gabon prévoit un taux de croissance dans l'ordre de 5% en 2015. Ceci grâce aux avantages tirés des activités hors pétrole, dont les services et en particulier les technologies de l'information et de la communication. La mise en œuvre de la stratégie nationale d'industrialisation sera davantage accélérée et les autorités prévoient le développement des PME-PMI également au centre des priorités. En Afrique du Sud, les anciens membres de gangs luttent contre la violence dans les rues. À travers un projet Cease Fire, ces derniers sensibilisent les jeunes sur les effets désastreux de la violence. Les détails avec Idulette Mirabel Bissou. Dans la ville du Cap en Afrique du Sud, les anciens membres de gangs luttent contre la violence. Derrière la façade de l'emblématique montagne du Cap et ses attractions touristiques, les gangs de rue font la loi dans la zone de la ville considérée comme l'une des plus dangereuses du pays. Le projet Ceasefire tente une nouvelle approche pour arrêter la violence des gangs qui chaque année font des centaines de morts. En 1991, j'ai été condamné à une peine de prison de 18 ans pour avoir tué 9 personnes. J'ai fait 11 mois de prison et ma sentence a été révisée à 2 ans. Je suis sorti le 11 novembre 1993. J'ai compris que Dieu venait de me donner une nouvelle chance et je l'ai saisie. La police sud-africaine, critiquée par sa stratégie dans la lutte contre la criminalité,
estime qu'il y aurait 100 000 membres de gangs dans la partie ouest du Cap. Les Flats, comme ils sont appelés localement, sont nés dans les années 1950 dans le cadre d'une politique de déplacement forcé des Noirs sud-africains hors des grandes villes. Marginalisée socialement et économiquement, la région est devenue un terrain propice aux activités criminelles. Le projet Ceasefire, qui regroupe des anciens membres de gangs, axe son activité sur la sensibilisation dans les rues dans le but d'arrêter la violence armée. Ceasefire a eu un impact sur ma vie et je suis toujours occupé à travailler avec les gars, changer leur vie, changer leur manière de penser. Tout ce que je peux faire pour eux, je le fais parce que je voue une passion à travailler avec les gens. Le projet financé par la ville du Cap forme des membres de la communauté qui comprennent la culture des gangs. Ces derniers servent de médiateurs dans les conflits, apaisent les tensions et constituent désormais un maillon indispensable dans la lutte contre la violence des gangs dans les rues de l'une des villes les plus touristiques de la nation arc-en-ciel, le Cap. Une marche de la paix contre les violences intercommunautaires au Kenya. Le coup d'envoi a été donné ce mercredi par de célèbres athlètes dont les anciennes stars du marathon Wilson Kipsang et Tegla Lorpe. À l'image des relais précédant les Jeux Olympiques, les athlètes se transmettront de main en main une torche symbolique lors de leur traversée de quelques-unes des régions les plus troublées du Kenya. La marche doit durer 22 jours. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.